Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Barbara et la vie de Bouddha de Osamu Tezuka. Donc préparez-vous à soulever des gros livres. Et on commence tout de suite avec Barbara. Un jour, Barbara, jeune hippie alcoolique, débarque dans la vie de Yosuke Mikura, écrivain en mal d'inspiration. Sans vraiment s'en rendre compte, Yosuke se retrouvera sous le charme de la demoiselle. Cette dernière prendra de plus en plus d'importance dans la vie de l'artiste, et ce malgré les mises en garde de ses amis. Et puis tout bascule. La perception du monde de Yosuke en sera définitivement changée. Alors, avant d'acheter Barbara, on m'avait un petit peu prévenu, on m'avait dit que c'était une des lectures les plus bizarres de Osamu Tezuka. On m'avait dit que c'était une des œuvres les plus étranges qu'il avait écrites. Et je dois dire que c'est exact, hein. Honnêtement, c'est vraiment très bizarre. J'ai lu les 3-4 premiers chapitres, et après ça, je me suis dit, bah, je vais lire le résumé au dos parce que j'ai pas tout comprendu. Et c'est pas le même résumé que je vous ai lu là, c'est le résumé Wikipédia ou Manga News, je sais plus exactement. Et au dos, ils font mention du fait que Barbara est peut-être un démon ou une muse. Et j'avoue qu'après avoir lu 3-4 chapitres, c'était pas ça qui ressortait. Franchement, c'était juste un truc un petit peu bizarre, où on suivait un vieux monsieur un peu bizarre qui a des tendances sexuelles un petit peu bizarres et une fille qui passe sa journée à boire et à poil. Donc c'est vrai en fait, quand j'ai lu le résumé qui fait 5-6 lignes qui est au dos, hein, il y a un passage qui dit « Qui est-elle? Un démon? Une muse? Ou peut-être le fruit de son imagination ?» Ben quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah ouais, en fait j'ai rien compris à ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est bizarre. » Parce que c'est vrai que ce délire de muse apparaît à un moment donné dans la série, c'est vers après les 4 premiers chapitres, donc c'est vraiment le premier tiers, après le premier quart du manga, qui commence à y avoir ce délire de muse, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu bizarre. Et en plus, tout au long du récit, Osamu Tezuka va s'amuser un petit peu à jouer avec nous, parce que au début, il y a ce délire, on sait pas trop qui elle est, après, il y a ce délire, c'était une muse, après, il y a d'autres délires qui vont arriver, c'est en fait, dès que tu commences à avoir un petit peu des clés en disant « Oh d'accord, je crois savoir qu'est-ce que c'est Barbara », bah il va te donner une nouvelle clé, tu vas te dire « Ah, mais en fait, ça remet tout en question ce que j'ai pensé jusqu'à présent ». Tu fais un peu chier l'auteur. Barbara, c'est vraiment une lecture étrange parce qu'on est vraiment perpétuellement remis en question par rapport à qu'est-ce que c'est Barbara, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle vient faire auprès du héros. Et même la couverture te le montre, hein, une sorte de spirale pour te montrer que c'est quelque chose d'étrange. Ils y vont dans une sorte de tourbillon de folie. Et c'est vraiment un bon petit titre. Alors, au niveau de l'édition, bon, c'est toujours un excellent papier bien blanc, une encre superbe, couverture cartonnée. Bon, c'est un peu cher quand même parce que c'est 25 € pour 400 pages, là où Ayako et les 3 Adolphes, c'était 30 € pour 800 pages. Là, t'es quasiment le même prix pour moitié moins de pages. Et les plus de cette édition, c'est qu'à la fin, il y a une petite postface de l'auteur qu'il a écrit en 1982, donc soit une dizaine d'années après Barbara. Il explique un petit peu pourquoi il a fait ça, voilà, c'est une postface, hein, il donne des explications par rapport à Barbara, pourquoi il a écrit ça, dans quel contexte il a écrit ça, par exemple, il a écrit ça un petit peu après Ayako. Donc c'est un peu plus joyeux qu'Ayako, et oui, c'est un peu plus joyeux, mais c'est un peu plus bizarre aussi qu'Ayako. Et il y a aussi 4 pages de clés de lecture, en fait c'est des petites explications par rapport au manga, genre les références littéraires, artistiques qu'a puisé Osamu Tezuka pour écrire Barbara. Voilà, c'est un petit complément, ça peut être super sympa si vous voulez vous rendre compte qu'il y a d'autres niveaux de lecture de Barbara, et toutes les influences qui ont permis de créer Barbara, c'est intéressant. Alors, niveau dessin, je vais me répéter par rapport à ma vidéo sur les 3 Adolphes et sur Ayako, c'est du Osamu Tezuka, le manga no Kamisama, et c'est un manga de 1970, donc forcément, le style est un petit peu vieillot. Barbara, c'est une série de 1974, comme Bouddha, dont je vais parler juste après. Et si vous avez accroché au style de Ayako, normalement ça ne devrait pas vous déplaire parce que Barbara est plus récent d'1 an que Ayako, qui est sorti en 1973. Alors dans ce titre, il y a un petit peu de fanservice avec Barbara, qui est souvent en topless, voire un peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, on est quand même sur un manga de Osamu Tezuka, le dieu des mangas. Et cette réputation de dieu des mangas, il l'a pas volée. Il y a quelques petits passages dans le manga, j'ai eu l'impression de revoir du Shuzo Oshimi. Voilà, je vous mets une case ou deux par ici par là, vous allez voir de quoi je veux parler. Et maintenant, il est temps de parler de Bouddha. Tata, petit voyou, Chapra, esclave qui deviendra guerrier, le général Boudaï, le vénérable Asita et bien d'autres personnages vont être les témoins de la naissance du prince Siddhartha.
au château de Kapilavatsu. Commence alors pour ce dernier un long voyage initiatique. Alors on va commencer en racontant un petit peu ma vie. Bouddha, c'est l'un des rares mangas de Tezuka que j'ai lu plusieurs fois. Enfin, j'ai lu le début plusieurs fois. Quand j'étais gamin, en fait, il y avait une bibliothèque pas loin de chez moi, et il y avait des Tezuka, il y avait Barbara, Yako, Dororo, mais ces mangas-là, ils m'ont jamais attiré, je trouvais que c'était un peu trop froid, c'était les couvertures où t'avais juste la gueule du personnage sur un fond uni, c'était pas super attirant. Par contre, il y avait des belles couvertures pour Bouddha et pour Sangoku, et je me souviens les avoir lus 2-3 fois, et j'ai toujours kiffé ça. Et donc, redécouvrir Bouddha dans une édition prestigieuse, ça fait plaisir. En plus, par rapport à Bouddha, il y a quelques années, j'ai redécouvert l'univers avec le film d'animation Bouddha, le grand départ chez Toei. Alors c'est censé être une trilogie, mais pour l'instant il n'y a que 2 films, et ça fait 4 ans que le second film est sorti. Donc j'espère que Toei va se bouger un petit peu. Et concernant le premier film, il est chez Kazé. Et on attend toujours le deuxième film, ça fait 4 ans que celui-ci est sorti, j'attends le second film. Ça fait chier. C'est donc avec une certaine joie que je redécouvre et que je vais pouvoir finir Bouddha de Osamu Tezuka avec cette belle édition prestige de 800 pages. Regardez-moi ce bébé! Après, je vais pas vous spoil l'ouvrage complet, je vais vraiment parler de la première moitié de ce tome, soit en temps normal le tome 1 de la série. Il y a une chose qui va vous choquer avec ce premier tome, c'est son déroulement. Le titre s'appelle La vie de Bouddha, mais la première moitié de ce tome, qui correspond au tome 1 de l'édition standard, n'est pas centré sur Bouddha. Celui-ci occupe en tout et pour tout une petite trentaine de pages, et là franchement je suis très gentil pour une moitié de tome qui en fait 400. Cette première partie qui présente plein de personnages et qui les met en avant, et ben ensuite ils vont devenir secondaires, parce que ça va être des futurs compagnons de Bouddha. Pour le moment, Bouddha n'est pas encore Bouddha, c'est juste le prince Siddhartha qui vient de naître, c'est juste un bébé. Quand le titre dit « La vie de Bouddha », c'est vraiment la vie de sa naissance jusqu'à la fin. Et je préfère prévenir, vous allez avoir un petit choc à la fin du tome 1, un peu le même genre de choc qu'à la fin de la saison 1 de Game of Thrones. C'est le choc que tu as quand tu te rends compte qu'un personnage que tu as suivi pendant une saison complète ou un tome complet, ben c'est pas le personnage principal et que finalement il va passer du rôle central à c'est juste un péon dans le décor. Petite pensée au personnage de Chapra. Niveau dessin, c'est du Osamu Tezuka des années 70, c'est un manga old school, soit vous aimez pas, mais arrêtez de dire que c'est moche. Je me souviens vraiment de ce manga pour cette mise en scène de Tezuka qui était juste fabuleuse. Les décors, les combats de gladiateurs et les avoir revus dans cette édition, franchement, c'est une bénédiction. Je vais peut-être m'avancer en disant ça, mais c'est pour moi l'une des œuvres majeures de l'auteur, tant au niveau de l'histoire que du dessin. Par contre, il n'y a pas de petit bonus à la fin de ce tome. Par contre, Delcourt Tonkam nous régale avec cette édition qui a droit à quelques pages couleur. Bon, il n'y en a pas des masses, il n'y en a qu'une petite dizaine au début de chaque tome, donc ça veut dire qu'il y en a une dizaine au début du tome et une dizaine à la moitié, mais ça fait super plaisir. J'espère que la présence de ces pages couleurs est là pour signifier que Delcourt Tonkam va encore améliorer la qualité de ses ouvrages. Ça annonce donc que du bon pour la suite de cette collection Osamu Tezuka. En conclusion, ces 2 titres étaient très sympas, mais pour la pauvre Barbara a fait vraiment pas le poids face au grand Bouddha. Après, il y a peut-être le côté nostalgique du fait que j'ai lu Bouddha étant gamin et que franchement, pouvoir le relire, je suis super content. Et du fait que je le mets au-dessus de Barbara, mais même en mettant ça de côté, franchement, Bouddha c'est quand même un cran au-dessus de Barbara. Faut être sincère un petit peu. Et bon, la vie de Bouddha, c'est vraiment l'un des Tezuka que je surkiffe le plus. C'est vraiment l'un des meilleurs récits de l'auteur que j'ai lu à ce jour, avec l'histoire des 3 Adolphes et Ayako. Barbara est sympa, mais elle est clairement en dessous de ces 3 mastodontes que j'ai cités juste avant. Mais elle est quand même au-dessus de certains titres que j'ai lus chez Cornelius, comme Sarutobi ou Le Château de l'Aurore. Donc voilà, tout ça pour dire que cette collection Osamu Tezuka, c'est toujours une pépite, franchement, toujours de la bonne qualité, des bons titres. J'ai hâte de voir la suite, normalement c'est MW. Je suis joie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.